Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves, chers abonnés. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre avec toi, durant cette 23e partie, notre thématique autour du mariage, une belle institution, oui, mais avec qui? Durant cet exposé, je vais t'apporter quelques éclairages concernant la thérapie de l'emprise face aux fiancés tyranniques. La coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. La thérapie de l'emprise. La seule peur qui t'habite est de perdre ton fiancé. Le garçon que tu aimes et auquel tu t'attaches, tu as une telle peur de le perdre que tu t'abandonnes aveuglément à lui par la marque de ta soumission et de ton ignorance. L'une des raisons de cette attitude tient d'abord dans le fait que ton père ou ton beau-père exerce une autorité dépourvue de tendresse et d'affection à ton égard. En conséquence de quoi, sa fille ou sa belle-fille lui substitue un homme qui s'intéressera à elle, s'y attachera, en dépit d'un caractère dur, austère et autoritaire. Ton partenaire te témoignera des signaux d'amour et de sentiment plus enclins à de la jalousie, dont les émotions sont incontrôlées, voire déséquilibrées. Cela donne naissance chez toi à une excitation émotionnelle intérieure, à laquelle s'ajoute le comportement tantôt tyrannique, tantôt maître chanteur du jeune homme. Et comme le rappelle Molière, dans l'école des femmes, Fi madrasatin nisa, vous venez, dites-vous, pour lui donner la main, c'est-à-dire pour la demander en mariage. Oui, je veux terminer la chose dans demain, c'est-à-dire ce soir, si possible. Oui, mais qui rit d'autrui doit craindre qu'en revanche, on rit aussi de lui. Mon Dieu, notre ami, ne vous tourmentez point. Bien huppé qui pourra m'attraper sur ce point. Je sais les tours rusés et les subtiles trames dont pour nous en planter savent user les femmes. Et comme on est dupé par leur dextérité, contre cet accident j'ai pris mes sûretés, et celle que j'épouse à toute l'innocence qui peut sauver mon front de ma ligne influence. Ceci s'ajoutant à cela, rien ne t'empêchera plus alors de lui échapper. Tu es sous son joug, c'est-à-dire sous son emprise, car sublimé tu es, fasciné, émerveillé par son charisme et son influence. Tu ignores encore qu'à cet instant tu es perdu, désorienté, déboussolé. Le moteur de ton élan vers lui est le désir d'échapper à la monotonie de ton quotidien. Tu as voulu t'évader de la lassitude qui règne à l'intérieur du foyer familial, où rien ou presque rien ne se passe de positif. Tu fuis alors vers la tentation du goût du risque, à celui de t'abandonner au hasard d'une rencontre. Tu es à présent habité d'un esprit d'insouciance, voire d'indifférence, lié à la jeunesse de ton âge, ou à la force de tes sentiments, ou même à ta fougue. La jeune fille que tu es, voire la jeune femme, se montre sauvageonne vis-à-vis de l'autorité parentale. Tu es tantôt menaçante, grossière, vulgaire, insultante, parfois tu te rebelles, tu rouspètes. Ton père n'a pas su détecter en toi, jadis, dans le passé, ta faroucheté, parce que quelque part tu te cherches une autorité masculine comprise entre fermeté et liberté. Ce que tu ne trouvais ni chez ton père ni chez ton beau-père, tu le trouveras certainement à présent chez l'autre. Dans ton quotidien, l'autorité parentale masculine est dépourvue de relations authentiques et sincères. Ton père ou ton beau-père, voire même ton frère, ne se préoccupe guère de tes sentiments, de tes besoins, de tes plaisirs, tes désirs. Raison pour laquelle, quitte à prendre le risque de vivre une authentique relation avec l'autre, tu le feras, et tu le feras sans regret. Tu acceptes volontiers d'être façonné à sa guise, et même à contre-nature, que tant que tout cela est conforme à tes fantasmes intérieurs, sensuels et émotionnels. Un air doux et paisible parmi d'autres enfants m'inspira pour elle de l'amour dès 4 ans. Sa mère se trouvant de pauvreté pressée de la lui présenter, il me vint la pensée. Dans un petit couvent loin de toute pratique,
je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre bien sotte, autant qu'il se pourrait. L'autre jour, pourrait-on se le persuader, elle était fort en peine et me vint demander, avec une ignorance sans nul autre pareille, si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Enfermé dans une position d'infériorité, de soumission, tu acceptes de subir une relation sadomasochiste. C'est ici que se projettent ou que se rejoignent les intrications de cette problématique. Le nœud de l'intrigue, avant le dénouement de cette affaire, réside dans la rencontre ou le croisement de deux perversités. L'une chez toi et l'une chez lui. L'un se trouve dans le comportement et l'autre dans le caractère. L'une est dans la morale et l'autre dans les mœurs. Et c'est l'association de ces deux critères ou états qui, lorsqu'ils fusionnent, implose. C'est le dangereux mélange entre le mensonge et la ruse qui est explosif. Lui prône des valeurs proches de la religion, mais il les pratique à l'envers, il se ment à lui-même. Et toi, pour t'extirper du contrôle parental, tu exerces la ruse. C'est un défaut comportemental lié à un défaut de caractère. C'est un cocktail à retardement. Lorsque les deux bouts se touchent, la mèche explose et toutes les familles en prennent pour leur grade. L'aspect pervers chez la jeune fille est qu'elle associe la ruse à l'habileté pour donner cours à sa stratégie et lui permettre un peu d'espace de liberté pour exercer ses plaisirs, ses désirs de flirter et de donner libre échange à ses sentiments. Quant au jeune garçon, son côté pervers réside dans sa position dominante qu'il exerce à outrance et de façon jouissive et possessive. Il use pour cela de persuasion dans son discours. Il joue le rôle de père lorsqu'il décide de t'inculquer une certaine éducation, puis à celui du grand frère lorsqu'il s'agit de te protéger. En cela, il use du mensonge et il ment pour fortifier sa position dominante. Tu es alors sous son emprise. Tu es sous l'ivresse de la passion. La passion constitue ici une habitude sombre, une tendance obscure qui renvoie à la personnalité. Plus tard, je t'en dirai davantage et je te montrerai comment t'en débarrasser. Pour l'heure, il faut attendre qu'ivresse se passe pour que tu réalises que ta conscience est séquestrée. Après celle que je viens de citer, entre la conjonction d'une morale prêchée et non réalisée, avec un trait de ta personnalité, passons maintenant à la seconde intrication, qui vous rapproche tous les deux. Il veut te posséder et pour cela il embrigade ta conscience en te commandant une série d'interdits qu'il estime relever de la religion. Par exemple, tu n'as pas le droit de te parer à ta guise, de te maquiller même légèrement, de simplement chercher à te plaire, non pas à séduire ou à plaire à un autre, de recevoir qui te plaît, ni de faire des visites, d'accepter des présents, de te mêler à des réunions quelconques, de pouvoir jouer même ou s'amuser, voire même de partir en promenade. Il t'emprisonne dans une cellule comme dans une prison carcérale, où les quelques rares sorties qui te sont autorisées par lui dépendent de ses désirs et de ses volontés. Il te fait dépendre de lui et de lui seul. Comme un potage dans une casserole, il te fait mijoter. Et pour te faire endosser l'image d'une sainte vierge, toutes deux évoluent dans un esprit de pureté, mais dans un esprit seulement, un faux esprit. Il s'agit en réalité d'une manie plus que d'un devoir religieux. La manie de la pureté face à la condamnation du péché. Mais tu ne te rends pas compte qu'il pratique en fait l'inverse de ce qu'il prône. Cet état de fait tient dans la stratégie de la culpabilisation dont l'homme est expert en la matière et qu'il use et abuse à mauvais escient vis-à-vis de toi. Il parviendra à faire en sorte que tu culpabilises à l'idée de le perdre. Venons-en maintenant au stade d'une troisième intrication. Il fait état à ce stade de l'emprise d'un sentiment que tous deux partagent et qui évolue au gré de votre relation. Tu es habité par la tristesse à l'idée de le perdre, et tu es hanté par la peur d'en être dépossédé. Tous deux sont pris de panique à l'idée que l'un échapperait à l'autre, car il est fâcheux de perdre celui ou celle qu'on aime. Ce troisième nœud traduit l'évolution inextricable, mais néanmoins pénible, que montre cette relation qui semble insurmontable.
Une quatrième intrication vient couronner l'ensemble. Il s'agit d'un sentiment autant puissant qu'incontrôlable. La passion amoureuse. L'amour, ce sentiment fort naturel, va prendre une propension extrême dans votre relation pour laisser place et se transformer en une folle passion amoureuse dans laquelle se mêlent souffrance et excès. Ton fiancé s'est rendu maître de ton cœur. La bataille qui va s'engager à présent est celle du désespoir amoureux, dans laquelle s'expriment tous les mystères de l'amour. Vous êtes à présent tous deux submergés par ce sentiment amoureux. Vous n'en avez plus les commandes. Vous ne comprenez pas où cela vous mène, et vous ne contrôlez pas les événements qui s'annoncent. À ce niveau, la blessure est profonde, la souffrance redouble, car la séparation prend l'effet d'une mort annoncée. La violence va désormais s'accompagner d'une rage. Et c'est la cinquième intrication de votre relation. Lui te séquestre et t'assujettit, tandis que dans ta famille, la violence succède à la pression familiale. Tu te retrouves entre deux formes de violence que chaque partie t'inflige. C'est l'agonie de ton histoire par la violence des sentiments. Tous deux, vous vous terrorisez à présent. Et tu vas faire subir la terreur dans ton quotidien. La perte progressive de l'un vis-à-vis de l'autre se profile désormais et le désir s'estompe. Chapitre suivant, bilan et conclusion de cette emprise. C'est avant tout l'échec d'un père, voire d'un beau-père, puis l'échec d'un système éducatif rétrograde et archaïque. Le père n'a pas su anticiper les choses, ni même prévoir la tournure des événements. Il gère très mal l'éducation dont il a la charge de sa fille. Le système éducatif patriarcal dont est issue la famille méditerranéenne en particulier, impose au maître de maison un contrôle absolu sur tout, tel un monarque. Mais un monarque veille tout de même à l'équilibre de ces sujets dont il a la charge, tandis qu'ici, l'autorité parentale a failli à sa responsabilité. La faillite se situe sur une quasi-absence d'instruction à la vie sentimentale et sexuelle de son enfant. À défaut d'en transmettre une, le père prend le risque de voir sa fille vivre une expérience de ce genre à son insu. À lui revient la charge d'instruire sa fille par ses soins ou bien de confier cette tâche à d'autres et de ne pas prendre le risque de la voir partir avec un manipulateur, un imposteur. Comme le rappelle Molière dans Tartuffe, votre monsieur Tartuffe est bien heureux sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Vous ne le refusez et vous ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrouce, et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse. L'un des rôles de parent sur sa fille est de relever les points suivants, d'en suivre l'évolution et d'en apporter les corrections au fur et à mesure de son âge et de sa croissance. Car au père revient la charge d'instruire sa fille par ses soins, ou à défaut de la confier à d'autres pour s'en occuper autant que possible. Premier point, le passage de l'enfant à l'adolescence s'accompagne sans transition ou presque d'une métamorphose sous les yeux du père. Deuxième point, la prise de conscience rapide à l'éveil et à la curiosité de ta fille. Pour cela, montre-toi à l'écoute et sois disponible pour elle. Tu verras venir le changement d'identité qui va s'opérer sur sa moralité et son intellect. Troisième point, observe chez ta fille à quel âge commence-t-elle à être futée. Puis montre-lui les vertus de la ruse avant qu'elle ne les transforme en vices. En effet, entre les vertus d'une ruse et ses vices, il n'y a qu'un pas. C'est parvenir à lui faire remarquer la différence entre l'habileté et la malice. Quatrième point, sache observer si ta fille est amoureuse. L'amour la rend intelligente et débrouillarde. Elle acquiert plus d'adresse et de dextérité pour dissimuler son projet.
et ses intentions. 5e point, sache repérer à quel moment ta fille se montre amoureuse, car l'amour surgit en elle comme une éruption volcanique, une sorte de révélation miraculeuse. Le surgissement de l'amour chez la jeune fille donne naissance à des sentiments incontrôlables. Ta fille s'émerveille sous tes yeux, mais toi tu n'as pas Dieu pour elle. 6e point, sauf à communiquer avec ta fille, elle te cachera le plaisir que lui cause l'amour, ainsi que le plaisir d'aimer. Raison pour laquelle rapproche-toi d'elle, échange avec elle, communique jusqu'à savoir ses profonds sentiments. Ce surgissement est un des mystères de l'amour chez nos filles, chez les enfants en général, dont peu de parents savent en savourer la grâce. Le tout est d'éviter la surprise de l'amour pour en contrôler ses effets et non les subir par la suite. 7e point, il n'y a pas d'amour sans échange ni correspondance. Une jeune fille amoureuse a confiance dans la vie et dans son avenir. Prends le temps donc de savoir quand cela se produira chez elle. Préoccupe-toi de ta fille, de ses désirs, de ses besoins, sans l'espionner ni l'épier, mais en le lui demandant tout simplement. Sois honnête, elle le sera avec toi. Sois franc et direct, elle le sera également avec toi. 8e point, intéresse-toi au sens qu'elle donne à son existence et quel est le but dans sa vie. 9e point, sa maladresse, car malgré tout, elle est maladroite. Vu son âge, ses hésitations, ses aveux d'ignorance que tu pourras tirer de certains échanges avec elle sont finalement des preuves d'authenticité de sa part. Elle n'est pas encore vicieuse, mais elle est seulement insouciante et inexpérimentée. Ses sentiments sont bons. Sache détecter si elle s'affirme avec pudeur ou bien avec aplomb devant toi. Est-ce qu'elle te provoque par ignorance ou en connaissance de cause? Est-elle juste rebelle ou bien est-elle déjà parvenue au stade de sauvageonne? Est-elle émotive ou instinctive? Agit-elle par émotion ou par instinct? Qui agit le plus en elle? Est-ce son corps qui s'exprime ou bien son cœur? A-t-elle confiance en elle quand elle prend la parole ou te tient-elle tête? Y a-t-il un rapport de force entre vous deux? Redoute-t-elle l'autorité? Est-elle craintive face à l'autorité parentale ou bien est-elle téméraire? Tout cela, tu dois le savoir en tant que parent responsable. Et enfin, 10e point, peux-tu chasser en elle ce qui lui cause du plaisir? Non, bien sûr, parce que la jeune fille, à la différence de toi, possède charme, innocence et fraîcheur. Elle possède 3 tours d'avance sur toi. وكما المثال li fatek bihila, fatek bilila. Comme le proverbe arabe dit, celui qui te précède d'une ruse te précède d'une nuit. Chapitre suivant. Je le réserve pour la prochaine partie. Je te laisse tranquillement revisualiser, réécouter cette séquence et dans notre prochain épisode, je développerai davantage les motivations de cette emprise. Je te remercie pour ton écoute. Je te prie de partager, de diffuser, de commenter, de t'abonner. Et au plaisir de te revoir, prends soin de toi et de tes proches. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.